20 janvier 1954 Table des séances. Manoni Anzieux. Lacan. Les personnes qui se sont intéressées à la notion de résistance, en tant qu'elle est impliquée dans le groupe des écrits techniques de Freud. Et les écrits ultérieurs, qui est-ce qui va prendre la parole? Octave Manoni. Je crois que c'est moi. J'ai pu collaborer avec Anzieux uniquement par téléphone. La question s'est posée s'il parlerait le premier, parce qu'il commencerait par le commencement, étude sur l'hystérie, ou s'il n'était pas mieux que je commence, parce que je fais plutôt la géographie. J'ai présenté la chose comme l'étude du pays de la résistance. Par conséquent, ainsi, nous aurions d'abord aspect géographique. Et ensuite développement historique. J'ai étudié surtout les textes qui s'étendent de 1904 à 1918, et comprennent les articles réunis dans Technique psychanalytique, et aussi le chapitre 19 de l'introduction à la psychanalyse. Celui-ci est explicitement consacré à la résistance. Les articles n'y sont pas consacrés spécifiquement, mais il en est question tout le temps, il y a une soixantaine de citations significatives. Freud a rencontré la résistance comme un obstacle au traitement tel qu'il le concevait auparavant comme fondé sur la règle fondamentale. Cet aspect de la résistance se présente comme un phénomène interpersonnel dans la relation analytique. Et ce point de vue ne sera jamais abandonné. Lacan. Allez Granov, venez là, prenez des notes et s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, vous parlerez après. 15. Octave Manoni. Le premier aspect que Freud mentionne est l'aspect interpersonnel, la résistance apparaît entre deux personnes, comme obstacle à la communication. Et aussitôt après, il y a d'autres aspects particuliers. Il découvre que la résistance n'est pas un obstacle. C'est aussi l'objet de l'étude analytique, qui peut être étudiée en elle-même, là se trouve le secret de la névrose. De 1904 à 1918. L'analyse des résistances va constituer le centre des préoccupations techniques. On peut dire qu'il s'amorce là un développement d'un très grand intérêt parce que cette analyse des résistances va devenir 20 ans plus tard analyse du moi. Je m'arrêterai en 1910, mais je noterai qu'il y a un apport important en 1920 à cause de l'apport de Karl Abraham, et de l'apport à la fin des écrits de Freud en 1935, analyse terminable et interminable, et de l'avant-dernier des Collected Papers sur le clivage du moi. Inachevé. À ce moment, Freud n'a pas dit les conclusions décisives, mais est sur le point de les tirer. J'appelle ça un développement, parce que tout ce qui va se trouver en 1938, et même dans l'héritage que Freud laissera après 1938. Tout cela est parfaitement indiqué, en germe, présenté dès 1904 et peut-être même avant. Au point de vue clinique, la résistance est conçue comme obstacle entre deux personnes. Freud reconnaît comme résistance tout ce qui entrave le traitement. On trouvera cela à la page 119. Je préviens qu'il y a 140 pages dans la technique psychanalytique 6. Le chapitre 19 de l'introduction à la psychanalyse commence à la page 310. Les numéros, au-dessus, se rapportent à ce chapitre 19, la résistance vue dans son aspect clinique comme un obstacle entre le sujet et l'analyste. Le sujet profite de toutes les occasions pour échapper à l'analyste. Elle révèle une intention méconnue du sujet. L'analyste est surtout occupé à lutter contre elle. Anzieux a, je crois, quelque chose à vous dire là-dessus. À l'origine, l'attitude de Freud est une lutte entre le sujet et la résistance. Freud sait que c'est l'analyste qui provoque la résistance, le premier effet de la règle fondamentale est de rendre le sujet muet. Il insiste d'ailleurs sur le fait que cela ne fait que rendre manifestes les résistances qui étaient latentes. Et ainsi il sera possible de concevoir les résistances comme une structure. Lacan, vous avez raison. À quel texte précis vous référez-vous? Octave Manoni. Page 46 et page 314.
On a l'impression que Freud devait avoir une attitude assez provocatrice vis-à-vis des résistances, et qu'il les cherchait allègrement. Je crois que notre attitude, bien qu'elle soit en apparence différente, est évidemment la même. L'essentiel n'a pas changé. La présence de l'analyste, même discret et muet, a pour résultat immédiat de faire venir. Peut-être pas immédiatement le même mutisme, mais de faire se manifester les résistances. Même dans ce cas, la résistance doit être surmontée pour que le travail soit possible et elle doit être analysée pour deux raisons. C'est le meilleur moyen de la surmonter, et elle contient le secret de la névrose. Dès 1904, p. 15, il écrit. C'est le phénomène de la résistance qui seul permet de comprendre le comportement du sujet. Je me propose de présenter les choses un peu autrement après cette introduction, mais je le fais avec réserve, je vais provisoirement laisser de côté un aspect important, le transfert. Le transfert est déjà impliqué dans l'aspect clinique, mais je vais en traiter à part. Sans transfert, ça donne ceci, à première vue, l'idée de résistance se confond avec l'idée de refoulement. Dès la page 4, le refoulement appartient au fond au registre topologique. Le but de la thérapie est de transporter le refoulé d'un lieu dans un autre. De l'inconscient dans le conscient, les résistances entravent ce transport. On pourrait croire qu'il est avantageux d'éviter cet obstacle. C'est ce que je faisais, cette méthode échoue parce que les forces refoulantes, résistances, sont tournées provisoirement, mais subsistent. Et il faut les prendre comme obstacles. On quitte alors le registre topologique, on se trouve dans le registre dynamique, en même temps que Freud, p. 111, exhorte son patient à considérer sa maladie non plus comme quelque chose de méprisable mais comme un adversaire digne de lui, la source où il pourra trouver de précieuses données pour sa vie ultérieure. Il reconnaît la résistance comme digne d'attention et source de renseignements précieux. 6S Freud, la technique psychanalytique, PUF 1953. 16. Pour voir les choses ainsi, il n'a pas besoin d'une théorie nouvelle. Le refoulement est le résultat des forces antagonistes, l'analyse des résistances nous renseigne sur l'état de ces forces, donc du sujet. Je voudrais amorcer quelque chose. Je voudrais remarquer que les traits de transfert sont présents d'une manière dissimulée. Dans cette estime pour l'adversaire qui a la maladie, qui est la résistance. Il s'agit même de contre-transfert. Mais sous cette forme, l'aspect transférentiel reste extérieur à la théorie, reste clinique. Et nous verrons ce qui arrive quand on essaie de les indiquer. Si j'osais quitter mon sujet et me lancer là-dessus, il y a tout un développement sur un effort, une tentation à laquelle on ne peut pas résister de réintroduire du personnel dans l'impersonnel. C'est ce qu'a fait Abraham avec les idées introjectées, Jung avec les imagos. Ce que fera Mélanie Klein, mais je continue. Cette étape dynamique conduit à une étape structurale. Au cours d'une époque où l'état structural restera à l'état d'ébauche. Et à l'état latent, en 1894 Freud comprenait les symptômes, qu'il appelait neuropsychose de défense, comme provoqués par des coupures dans le conscient du sujet, qu'il expliquait par l'hypothèse d'intention méconnue de la part du sujet. À cette époque, l'hypnose servait à refouler ses intentions méconnues, c'est-à-dire refouler ses résistances. Anzieux, je crois, vous parlera de cet aspect. Ce que je viens de dire se trouve dans le tome I des Collected Papers, le premier article sur les neuropsychoses de défense. L'avant-dernier article de Freud, sur le clivage du moi. Freud est resté fidèle à ces séparations. Mais l'analyse, sans analyse des résistances, contribuait à refouler les résistances. Mais il y a une continuité, p. 13. Analyser une résistance reste toujours les éliminer, les écarter du chemin. Même quand on les prend comme objet, la résistance resterait toujours marquée du caractère indésirable. Je crois que sur ce point il y aurait aussi des remarques qu'on pourrait faire. Revenons à ce qui peut aiguiller vers les conceptions structurals. En 1918, il écrit
Le névrosé nous apporte un psychisme déchiqueté et fissuré par les résistances. Il est difficile d'imaginer des déchiquetages et des fissures entre les instances psychiques et les niveaux du moi. Il continue, p. 134. Quand nous éliminons les résistances, nous voyons ce psychisme se coordonner. Et la grande unité que nous appelons le moi s'agréger tous les émois instinctuels. Les mots émois instinctuels indiquent un travail de récupération sur l'idée, le travail du Wiedersehen. Confère W.O.S.war, Salichwerden. Nous sommes obligés de considérer ce travail et ses fissures, sinon au point de vue du moi actuel, du moins au point de vue du moi virtuel qui va se faire en s'agrégeant ces futurs moi que sont les morceaux de l'idée. Il y a là en germe ce qu'on appellera plus tard Balin, les noyaux de l'ego, la notion de résistance que Freud propose sans justifier pour ainsi dire, la place que viendra occuper ensuite la conception structurale. Dans le livre d'Anna Freud, les défenses du moi sont bien toujours contre l'idée. Si on lit le passage qui se rapporte à ces questions, dans Analyse terminable et interminable, on commence à ce ne sont pas des obstacles qui isolant des parties du moi des autres parties du moi. Mais bien avant qu'on puisse dire, ce que je n'ose pas moi-même dire, la résistance, c'est le moi, dont je ne sais pas ce que notre maître pensera, avant qu'on ait pu dire cela, Freud a dit. La résistance, c'est le transfert. En y réintroduisant la notion de transfert, il me semble que je la réintroduis dans le magasin de porcelaine de la métapsychologie. Il faut revenir en arrière, dans le terrain interpersonnel des considérations cliniques. La question peut se poser ainsi. Si c'est le patient en tant que personne naturelle, comme on disait autrefois, qui résiste à l'analyste, au nom de ses propres intentions, et en un sens de tous ses moyens, à la façon de Prothée devant Ménéla, par des simulations de guérison ou la simulation de l'imbécilité complète. Il semble que l'analyste n'ait le choix qu'entre deux tactiques. 17. Ou agir comme Ménéla, appliquer les conseils de la nymphe, c'est-à-dire, tenir ferme. Et Freud, p. 97. Préconise ce moyen, accepter le défi, tenir tête, affirmer sans relâche qu'il s'agit d'une résistance, s'encourager lui-même. L'autre moyen, c'est de faire que cette résistance soit remplacée chez le sujet par de la bonne volonté. C'est-à-dire, on pourrait le croire, profiter du transfert positif. Une telle bonne volonté est quelque chose de tellement utile que Freud conseille de ne jamais toucher au transfert aussi longtemps qu'il ne s'est pas changé en résistance, p. 99. Ce changement de transfert en résistance ne peut pas manquer de se produire, et c'est le transfert qui fournit la plus redoutable des résistances. Mais il ne faut pas croire que le transfert devient résistance en devenant négatif, on sait qu'un transfert positif peut retarder la fin de l'analyse. Le génie de Freud semble s'être développé surtout dans le domaine clinique. C'est un domaine qu'il ne pouvait pas explorer directement. Il lui fallait se forger les instruments de la théorie au fur et à mesure. Sans les spéculations de la métapsychologie, nous n'irions pas un pas plus loin, et il ajoute. J'aurais presque dit sans la fantaisie de la métapsychologie, nous n'irions pas un pas plus loin. C'est ce qu'il fait une théorie pour expliquer comment le transfert et la résistance. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. Je vais laisser l'aspect économique où la libido se divise en deux conflits, compromis, et ensuite apparaît par le bout transférentiel. Comme dans un accouchement, c'est adopté par le sujet parce que cela satisfait la résistance. Je vais prendre l'essentiel, le transfert de répétition qui joue dans la conduite, tandis que le but de l'analyse est l'évocation du souvenir, sans sortir des limites psychiques. Je crois qu'il veut dire, sans sortir de cette partie du moi qui est opposée à la partie qui n'est peut-être pas une partie du moi. Qui est comportement et action. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je ne suis pas sûr que Freud n'ait pas renoncé au premier but de l'analyse, vaincre les résistances, vaincre l'hystérie. Le transfert est une de ces résistances.
De sorte que le transfert dans une théorie de ce genre serait en quelque sorte un effet secondaire. Le transfert comme résistance, un effet secondaire des résistances primaires. Ce transfert est une réminiscence qui n'est pas le souvenir tel qu'on l'attend du patient, parce que les souvenirs guérissent le symptôme. Ça serait comme résistance si ça n'était pas transformé en souvenir. C'est parce qu'il est arrêté sur le chemin qui va de l'inconscient au conscient. Et Freud rejoint sa bienheureuse métapsychologie. L'obstacle est de nouveau entre le moins conscient et le plus conscient. Et il peut installer là le petit bonhomme d'Ampère, celui qui ouvre ou qui n'ouvre pas la porte aux représentations refoulées. Dont Freud ajoute: ce n'est qu'une fiction, pour ajouter aussitôt, qui donne une idée très approchée de l'état des choses réelles. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, ou si je dois revenir sur la manière dont on passe d'un fait clinique, le transfert entre deux personnes, à un transfert métapsychologique, où il n'y a plus de personne, mais le bonhomme d'Ampère, et cela explique les événements et faits interpersonnels. La résistance est devenue une espèce de soupape de ce mécanisme, qui est le refoulement. Mais il me semble que la métapsychologie, la grande découverte qui commande les développements à venir, est que le transfert est la résistance, non pas le transfert négatif, c'est là la découverte capitale. Si on examine ce qui s'est passé, on voit qu'il y a une sorte de pression qui s'exerce et l'invite à considérer des personnes, et non pas des bons hommes d'Ampère. En fin de compte, c'est à cela que j'ai fait allusion avec Abraham, Jung. Melanie Klein, le personnel réintroduit. Mais c'est déjà en germe dans Freud, dans les pages 27 à 314, Freud s'interrompt dans un développement pour dire tout d'un coup, la résistance, mais c'est le père. Et ça vient dans cette métapsychologie comme quelque chose d'une autre planète, un autre morceau de la clinique. Vous voyez, il y avait une continuité métapsychologique très réelle entre la topologie et la dynamique des résistances, le structurel, la défense. 18. Mais dès qu'on réintroduit les personnes ou que l'on se laisse influencer par Abraham, Melanie Klein, ou même Freud, au milieu de ces notions impersonnelles, on est tenté de parler, ce qui s'accorde assez mal. C'est là un point, je crois. Cet exposé n'est pas chronologique. Les mêmes notions on les retrouve aux diverses époques. L'aspect clinique ne vient pas avant l'analyse du moi, c'est en germe dès le début. Mais il y a une chronologie. Ce n'est pas celle des découvertes de Freud. C'est plutôt celle de son enseignement. C'est la chronologie des différentes manières dont Freud a été compris par ses commentateurs et ses disciples, et Freud le savait. L'avant-dernier article des Collected Papers, qui s'intitule Clivage du moi, tome V, commence par une phrase remarquable. Lacan, article publié après la mort de Freud. Octave Manoni. Ici je me trouve aujourd'hui dans l'intéressante situation de ne pas savoir si ce que j'ai à dire doit être considéré comme allant de soi, et familier depuis longtemps, ou si au contraire ce n'est pas quelque chose d'entièrement neuf et d'embarrassant. I find myself for a moment in the interesting position of not knowing whether what I have to say should be regarded as something long familiar and obvious, or as something entirely new and puzzling. Collected Papers, Rogers Press, 1957, p. 372. Et je crois en effet que, clivage du moi, est en germe dans les conceptions de 1894, comme absence de liberté intérieure, comme résistance intérieure dans la conscience du sujet. Et cependant, en 1938, l'expression pouvait paraître encore entièrement neuve. Je voudrais prendre la liberté de dire mon impression personnelle. C'est que la résistance reste malgré tout, quoi qu'on fasse, un obstacle à la communication dans un contexte interpersonnel. Et c'est en fin de compte dans ce même contexte, à la fin qu'elle est comprise, c'est-à-dire communiquée. Ce qui, comme on le dit, la limite. Mais le passage de la première situation, où elle est obstacle, à la seconde, où elle est connue, où elle devient communication.
exige un détour dialectique qui fait de la résistance un mécanisme dialectique de répétition de structure du moi, c'est alors un non-sens. Parce que nous comprenons bien que le sujet ne veuille pas, ou qu'il ne puisse pas, obéir à la règle, mais nous ne comprenons pas qu'il veuille et qu'il ne le puisse pas. C'est dans le vide que vient se loger tout le travail métapsychologique pour élaborer ce non-sens. Autrement dit, ce qui me gêne un petit peu, c'est l'effort que Freud fournit tout le temps pour envelopper les relations personnelles dans une théorie interpersonnelle, alors que je vois la théorie interpersonnelle elle-même enveloppée dans une dialectique interpersonnelle qui est la phénoménologie que Freud nous a ouverte. Freud est mort au milieu de l'avant-dernier article où justement on a l'impression qu'il allait le dire. La phénoménologie me paraît comme une proposition clinique plutôt que comme une proposition de la métapsychologie. 19. Lacan. Votre tendance est nettement phénoménologique. Je crois qu'on peut remercier vraiment très vivement Manoni de faire l'ouverture la plus heureuse à la reprise du dialogue du séminaire. Il y a énormément de choses dans ce qu'il a dit, dans l'ensemble très bien situé, et je crois qu'en fin de compte il a posé à la fin la question qui est celle à laquelle nous aurons à nous affronter dans ce commentaire des écrits techniques. Je dois dire tout de suite que je ne pense pas que la solution soit tout à fait de la forme qu'il nous laisse entrevoir. Il l'a lui-même assez bien senti. En tout cas, je ne le pense pas. Je crois que le vous donnerai une formulation plus complexe, et qui nous mettra plus au cœur de la question actuelle de l'orientation de la technique et de la signification de l'analyse. Mais c'est bien d'avoir posé la question comme il l'a posée, c'est-à-dire dans l'ensemble d'un mécanisme intrapersonnel à un mécanisme interpersonnel. Mais là le mécanisme interpersonnel, quoique le mot mécanisme ne soit pas approximatif. En cette occasion, ce n'est pas tout, ça prend son sens du point où nous sommes. Mais si nous nous y mettons, il faut voir comment ça peut se formuler. Je ne veux pas, puisque vous avez collaboré tous les deux, interrompre le développement qui peut résulter de votre couplage, si relatif qu'il soit. Je voudrais qu'Anzieux dise aussi à quoi l'ont amené ses recherches de cette semaine. 9. Lacan. Votre tendance est nettement phénoménologique. Je crois qu'on peut remercier vraiment très vivement Manoni de faire l'ouverture la plus heureuse à la reprise du dialogue du séminaire. Il y a énormément de choses dans ce qu'il a dit, dans l'ensemble très bien situé, et je crois qu'en fin de compte il a posé à la fin la question qui est celle à laquelle nous aurons à nous affronter dans ce commentaire des écrits techniques. Je dois dire tout de suite que je ne pense pas que la solution soit tout à fait de la forme qu'il nous laisse entrevoir. Il l'a lui-même assez bien senti. En tout cas, je ne le pense pas. Je crois que le vous donnerai une formulation plus complexe, et qui nous mettra plus au cœur de la question actuelle de l'orientation de la technique et de la signification de l'analyse. Mais c'est bien d'avoir posé la question comme il l'a posée, c'est-à-dire dans l'ensemble d'un mécanisme intrapersonnel à un mécanisme interpersonnel. Mais là le mécanisme interpersonnel, quoique le mot mécanisme ne soit pas approximatif. En cette occasion, ce n'est pas tout, ça prend son sens du point où nous sommes. Mais si nous nous y mettons, il faut voir comment ça peut se formuler. Je ne veux pas, puisque vous avez collaboré tous les deux, interrompre le développement qui peut résulter de votre couplage, si relatif qu'il soit. Je voudrais qu'Anzieux dise aussi à quoi l'ont amené ses recherches de cette semaine. 20. Didier Anzieux. J'ai recherché la notion de résistance à sa source, à ce que je crois être sa source, les études sur l'hystérie. Il aurait fallu lire soigneusement tout ce qui avait paru avant. Ce problème reste en suspens. Plan. Introduction, avant les études sur l'hystérie. Corps de l'exposé, les études sur l'hystérie. Introduction. Qu'est-ce que l'hypnose a appris à la fin du XXe siècle? Et l'aspect positif de l'hypnose, qui est le seul jusqu'à présent. Et à ce moment-là auquel on se soit attaché. 1. Les amnésies peuvent être comblées sous hypnose.
c'est la découverte de Charcot. 2. En faisant ce travail, les symptômes disparaissaient, c'est la découverte de Breuer. 3. Pourquoi les symptômes disparaissent-ils quand se comble l'amnésie? Parce que le sujet prend conscience de ses tendances, où il a intensément lutté contre ses propres impulsions sexuelles. C'est proprement la découverte de Freud, qui ne se limite pas à compléter la série qui commence avec Charcot et se continue avec Breuer. La découverte essentielle de Freud est celle d'un aspect négatif de l'hypnose. Il y a une sorte de retournement dialectique qui va permettre le passage de l'hypnose à la psychanalyse. Cette découverte est que c'est très beau, l'hypnose, mais il y a des gens qui ne sont pas hypnotisables. On revient à la réalité la plus concrète. Dans le cas, ça a très bien marché, mais je n'ai jamais rencontré un seul cas où ça ait marché de cette façon, dit Freud. Et il consacre des articles à la question de savoir s'il faut différencier une hystérie hypnotique de rétention et une hystérie de défense. Certains patients ne peuvent pas être hypnotisés. Et Freud rapproche ce fait, qui est connu mais qu'on a laissé tomber jusqu'à présent, d'un autre fait également connu, et également jugé sans importance, d'autres patients qui pourraient être hypnotisés, et qui ne veulent pas l'être. Je lis le texte de Freud. L'idée me vint alors que les deux cas pourraient être identiques, et que dans les deux cas cela ne pouvait que signifier simplement une contre-volonté. Qui a des doutes envers l'hypnotisme n'est pas hypnotisable, et cela ne fait aucune différence qu'il exprime ou non son opposition. Savoir si je peux adhérer fermement à cette conception n'est pas encore complètement éclairci. Voilà donc, dans son aspect extrêmement vivant, la première intuition de Freud, selon laquelle ne pas pouvoir et ne pas vouloir. C'est exactement la même chose, qu'on sache ou qu'on ne sache pas pourquoi on ne veut pas, c'est exactement la même chose. Mais savoir pourquoi c'est la même chose, c'est encore très confus. Sur le modèle, et en conséquence de cette intuition, Freud va en découvrir une 2. Mais pour cela que va-t-il faire? Il va tirer la conséquence de sa première intuition, en renonçant à l'application de l'hypnose. Et il va procéder avec ses patients par la méthode cathartique, c'est-à-dire en leur demandant les souvenirs qui leur viennent à l'esprit quand ils pensent à leurs symptômes et à l'origine première de leurs symptômes, sans les hypnotiser. Voici alors la découverte. On obtient exactement les mêmes résultats avec ou sans hypnose. Par conséquent, ce n'est pas l'hypnose en tant que telle qui avait favorisé l'efficacité que Charcot et Breuer avaient mise en évidence, c'est la façon dont on s'en servait. Je reviens au texte de Freud où il va nous exposer sa deuxième intuition. Par de telles expériences, j'acquis l'impression que par la seule insistance. Il suffit d'insister, dit-il, auprès des sujets, et ils finissent toujours par trouver les souvenirs en question. Et sans hypnose, il était vraiment possible d'amener à jour la série des idées pathogènes. Mais comme cette insistance exigeait beaucoup d'efforts, de ma part, elle me montrait que j'avais surmonté une résistance. J'en vins à formuler toute la chose dans l'énoncé théorique suivant. Par mon travail psychique, j'ai pu surmonter une force psychique qui, dans le patient, empêchait l'idée pathogène de devenir consciente. 21. C'est-à-dire d'être remémorée. Voilà donc la seconde intuition de Freud. Si je suis obligé d'insister auprès du patient pour qu'il me donne ce souvenir qui est pourtant là, tout près. Si je suis obligé d'insister, si je me fatigue. Si c'est vraiment un travail pénible pour moi. C'est donc que lui me résiste. Et, la chaîne étant ouverte, 3. Ième intuition, qui arrive immédiatement au même moment. Sans s'être révélé à moi, il me vint à l'esprit que ça devait être exactement la même force psychique qui avait agi à l'encontre du symptôme hystérique au début, et qui en ce moment empêchait l'idée pathogène de devenir consciente. De même donc, que les gens qui ne peuvent pas et les gens qui ne veulent pas être hypnotisés sont les mêmes, de même cette force qui était à l'origine du symptôme était exactement la même qui dans Leake et Nunk de ce rapport, empêche l'idée pathogène d'être remémorée.
Nous en avons terminé avec les intuitions, passons aux explications. Quelle est cette force, se demande Freud, qui a agi, continue à agir, et que je ravive? Eh bien, on peut juger de la nature de cette force d'après la nature des idées pathogènes oubliées et réprimées, que justement grâce à ma méthode j'ai pu arriver à mettre à jour. La nature de ces idées va me renseigner sur la nature de la force. Ces idées, ce sont toujours des idées de nature pénible, liées à des affects de reproches, de souffrances morales, de blessures personnelles. Elles sont d'une nature telle qu'on aimerait mieux ne pas en avoir fait l'expérience, et qu'on préférerait les oublier. Tout cela, dit Freud, aboutit à la notion de défense, comme si elle me venait spontanément à l'esprit. Et il explique après qu'elle ne lui venait pas spontanément, car avec ce qu'il savait de psychologie, c'était une notion bien connue. Mais il la retrouve, il la réinvente, pour rendre compte de cette expérience dans laquelle il s'est trouvé. Donc, à l'origine le sujet a fait une expérience pénible. Le caractère pénible de cette expérience a entraîné une réaction de la part du moi, car à ce moment, seulement à ce moment, apparaît le mot moi dans le texte, une réaction de la part du moi qui se défend contre l'impression pénible. Nous continuons l'explication, dit Freud, se défendre contre l'impression pénible n'est pas suffisant pour se prémunir contre son retour. Pour se prémunir contre le retour de cette impression, il va construire un système, et c'est la formation du symptôme, la défense. Prend une forme nouvelle qui s'appelle le refoulement. Freud hésite à employer d'abord le mot de refoulement. Il emploie le mot de rejet, d'expulsion, rejet, expulsion, ou refoulement. Ce n'est que dans la suite du texte que le mot refoulement est définitivement admis. Et maintenant quand le médecin s'efforce de faire se ressouvenir le sujet de cette idée pénible qui a provoqué la défense du moi, puis qui a provoqué son refoulement, et a été érigée en symptôme, à nouveau cette même force est en œuvre, mais qui m'apparaît à moi, expérimentateur, comme résistance. Par conséquent, ce sont trois noms qu'on peut donner à une seule et même réalité. Cette force lorsqu'elle réagit et lutte contre l'impulsion instinctuelle, c'est la défense. Lorsqu'elle en abolit le souvenir, c'est le refoulement. Lorsqu'elle s'oppose à la remémoration, c'est la résistance. Nous trouvons là inscrit, dans cette cellule germinale dont a parlé Bergman, ce que mon camarade Manoni a indiqué par avance, les trois plans structurels. À l'arrière font le plan dynamique. Et le plan actualisé, frappant, celui de la topique la résistance qui m'apparaît. Voilà donc le premier point, découverte de la résistance. Second point, maniement de la résistance. Eh bien, il est très curieux qu'il y a deux façons de manier la résistance dans ce passage des études sur l'hystérie, une façon explicite, recommandée, et une façon à moitié avouée. La façon explicite de manier la résistance est d'insister pour que le sujet la surmonte. Et on peut insister de deux façons. Soit en donnant au sujet des assurances, le sujet dit « Je ne sais pas quelle est l'origine de mon symptôme. Mais si, vous le savez, dites-le donc. » Ou encore, sur un mode conciliant. « Vous le savez, ça va venir à votre esprit, attendez. » Et Freud emploie une métaphore que l'on rencontre dans le terme anglais struggle. Je n'ai malheureusement pas pu recourir souvent au texte allemand, mais il faudrait réviser, je crois, toutes ces citations. 22. Lacan. Ce qui est embêtant, c'est que pour Anna on n'a pas le texte allemand. C'est une absurdité sans nom que ce texte d'Anna O. Nous ne l'ayons que dans l'édition américaine. Anzieux. Si les assurances données au sujet dans cette métaphore du combat, de la lutte, si ces assurances ne suffisent pas, Freud recourt à une technique qui est l'imposition des mains sur le front du sujet. Quelle est la signification? Lacan, exactement. C'est là le stade intermédiaire entre l'hypnose et le dialogue, n'est-ce pas? Anzieux. Historiquement, il serait assez important de savoir si c'est la phase intermédiaire ou s'il a d'abord utilisé les assurances. Et que seulement si elles ne marchent pas.
Lacan. Il l'explique dans le cas de Lucy R. C'est dans le cas où il n'obtenait qu'une hypnose incomplète qu'il a cessé à ce sujet de se faire du souci, de se demander si oui ou non. Et même d'obtenir du sujet, selon la méthode classique, la réponse à la question « Dormez-vous ?», à laquelle il avait le désagrément de s'entendre répondre « Mais non, je ne dors absolument pas ». Ce qui l'entraînait lui-même à une situation fort embarrassante, qu'il explique au sujet d'une façon naïve et charmante, qui montre les ambiguïtés de la pratique, qu'il est amené à persuader le sujet que ce n'est pas le même sommeil que celui à propos duquel le sujet donne sa réponse, qu'il doit être quand même un peu endormi. Et aux confins de la plus parfaite ambiguïté, il dit très nettement que tout ceci le met dans un très grand embarras. Et il n'en est venu à bout qu'à partir du jour où il ne s'en est plus soucié. Mais il a maintenu cette pression des mains, soit sur le front, soit de chaque côté de la tête du patient. Et il leur expliquait de se fixer sur l'idée, sur la cause du symptôme. Les symptômes étaient traités un à un à ce moment, en eux-mêmes, affrontés directement comme des problèmes proposés. Sous les mains de Freud, le patient était assuré que sans aucun doute les pensées, les souvenirs d'éléments de la situation du sujet qui allaient se présenter, étaient ceux qui étaient en cause, il n'avait qu'à s'y fier. Et Freud ajoutait ce détail technique, que ce serait au moment où il lèverait ses mains, par une sorte de mimique de la levée de la barrière, que le patient serait parfaitement conscient, et n'aurait qu'à prendre ce qui se présenterait à son esprit pour être sûr de tenir le bon bout du fil. Il est quand même assez remarquable que cette méthode se soit avérée, pour les cas que Freud nous rapporte, parfaitement efficace. Car le cas de Lucy R. qui est si joli, peut-être eut-il l'occasion, pourquoi pas, de nous le rapporter d'une façon abrégée, a été entièrement résolu, et avec une aisance qui a la beauté des œuvres des primitifs. Dans tout nouveau cas que l'on découvre, il y a un heureux hasard, une heureuse conjonction des dieux qui permet une solution heureuse, un cas privilégié. Dans un cas comme celui d'Anna où nous sommes en présence de ce long travail de working through, de travail du cas, devenu sur les thèmes qui ont fait du cas d'Anna ou que par certains côtés, nous avons déjà, toute l'animation. L'épaisseur des cas d'analyse les plus modernes, malgré la méthode employée, plusieurs fois toute la série d'événements. Toute l'histoire est revécue, réélaborée. Nous voyons qu'il s'agit d'une œuvre de longue portée, qui dure d'ailleurs près d'une année. Dans le cas de Lucy R. les choses vont beaucoup plus vite. C'est avec une sorte d'élégance qui fait de ce cas quelque chose d'essentiel, de saisissant. Et même les choses sont trop resserrées, ne nous permettent pas de voir vraiment où sont les ressorts. Mais c'est quand même tout à fait utilisable. Cette femme qui a eu des hallucinations olfactives, qu'on peut appeler hallucinations olfactives, symptômes hystériques, dont la signification est détectée, endroits et dates, de façon tout à fait heureuse par Freud. À ce propos, il nous donne tous les détails sur sa façon d'opérer. A. Anzieux poursuivait. 2. Didier Anzieux. Je pense que la première technique, celle des assurances, est une technique de force, tandis que la technique de la pression des mains est une technique de ruse. Freud l'explique lui-même. En mettant les mains sur le front du sujet, j'attire son attention sur ce geste. Et par là même la résistance se trouve déplacée de ce contre quoi elle résistait à ce geste. Et par là même le souvenir qui était dessous peut arriver à jour. C'est pourquoi je trouve qu'il est très important qu'il commence par l'assurance, avant d'en venir à la pression sur le front. Parce que sa réaction à la résistance du sujet est d'abord de le forcer, d'être le plus fort, tandis que la seconde. Lacan, sur quel texte vous basez-vous? Didier Anzieux. C'est une interprétation, dans les études sur l'hystérie au chapitre sur la psychothérapie, il dit. D'abord donner les assurances, et si ça ne marche pas, la pression des mains. Lacan, c'est une méthode d'exposé, il faudra revoir cela. Didier Anzieux. Même si ce n'est pas chronologique, il est important que sa première réaction soit d'être le plus fort, de forcer la résistance.
et sa seconde, de ruser, de la détourner, de ruser avec elle. Sa troisième réaction, il ne l'indique qu'après plusieurs pages de description de diverses formes de résistance, et le meilleur moyen, finalement, pour vaincre la résistance, dans certains cas. Il s'agit de trouver le secret du patient, de le lui dire, de sorte qu'il est obligé d'abandonner la résistance. Par conséquent, nous arrivons, cette fois, ici, à quelque chose de typiquement analytique, l'interprétation. Cela n'est pas l'interprétation de la résistance, mais du contenu. C'est le moyen le plus radical de lever la résistance. De la force à la ruse, et de la ruse à l'interprétation, il y a là un progrès considérable. Il explique aussi que ce qui est important, c'est de faire partager au sujet la connaissance du monde merveilleux du processus psychologique. Nous obtenons sa collaboration et le menons à considérer lui-même son propre cas avec l'intérêt objectif de l'observateur scientifique. Et là aussi nous faisons reculer la résistance. Je rapprocherai cela de ce que Freud découvrait en même temps que sa théorie. Lacan. Quand j'ai insisté là-dessus, je vous demande pardon d'interrompre, j'ai indiqué dans les exposés que je vous ai faits. J'ai mis quelquefois l'accent sur le caractère tout à fait privilégié qu'ont eu les cas traités par Freud. C'est en raison du caractère spécial de la technique de Freud. Je vous l'ai indiqué. Nous ne pouvons que présumer, par un certain nombre de règles qu'il nous a données, qui ont été fidèlement appliquées, puis de l'aveu des meilleurs auteurs et de ceux qui ont été à la source, qui ont connu Freud, même ceux-là, je vous donnerai des textes à cette occasion, nous disent qu'on ne peut pas quand même pleinement se faire une idée. Nous n'avons pas assez de documents actuels pour nous faire une idée de la façon dont Freud appliquait la technique. Quelle était sa technique? Si j'insiste sur le caractère que présente le fait que Freud s'avançait dans une recherche qui n'est pas une recherche marquée de n'importe quel style, et aussi qui n'est pas une recherche comme les autres recherches scientifiques. Ce domaine de la vérité du sujet, cette dimension de la vérité qui est mise à un plan d'accent, de présence, qui fait de cette recherche quelque chose qui n'est pas entièrement réductible à la recherche objective, et même objectivante, de la méthode scientifique commune, ce quelque chose qui est la réalisation de la vérité du sujet, comme d'une dimension propre qui doit être détachée dans son originalité par rapport à la notion même de la réalité qui est ce sur quoi j'ai mis l'accent dans toutes ces leçons, qui après avoir été leçons résumatives du travail des années passées, sont des leçons introductives du travail de cette année. Freud était à ce moment-là sur la même voie de recherche d'une vérité qui l'intéressait lui-même aussi totalement jusque dans sa personne, donc dans sa présence aussi au malade, à son activité, disons, de thérapeute, encore que ce soit quelque chose de tout à fait insuffisant pour qualifier l'attitude de Freud. Et, au dire de Freud lui-même, ce quelque chose ne peut qu'avoir donné à ses rapports avec ses malades un caractère absolument singulier. 25. Si vous voulez, c'est la singularité portée à la deuxième puissance, la singularité maxima du traitement analytique, celle du traitement fait par celui-là même qui a découvert l'analyse. Je vous l'ai déjà dit, nous devons considérer l'analyse comme reposant toujours sur ce caractère de singularité de la réalisation de l'expérience. L'analyse comme science est une science du particulier. La réalisation d'une analyse est toujours un cas singulier, parmi ces cas singuliers qui prêtent tout de même à quelque généralité depuis qu'il y a plus d'un analyste. L'expérience avec Freud présente, elle, la singularité portée à son extrême, de ce fait même que Freud était en train de construire et de vérifier l'analyse elle-même. En d'autres termes, la notion de singularité de cette expérience ne peut absolument pas être éliminée de la situation, de la position que nous devons donner aux expériences freudiennes, j'entends, de Freud lui-même, en tant que tel. Nous ne pouvons pas effacer ce fait vrai que c'était la première fois qu'on faisait une analyse. Je ne dirais pas qu'on appliquait cette méthode, la méthode s'en déduit, elle est méthode pour les autres. Mais le caractère
absolument unique, inaugurale de la démarche de Freud, nous ferions une grave faute, qui entraînerait toutes sortes d'obscurités. Nous le verrons par la suite, ce n'est pas pour rien. J'insiste là-dessus, pas seulement pour faire valoir le sujet, mais parce que pour comprendre même tout ce que nous aurons à dire. Par la suite, comment se posent les questions de technique analytique, actuellement nous ne pourrons pas, et je constate que je fais quelques efforts pour bien vous le mettre dans la tête pour l'instant, parce qu'il faut bien un moment qu'on suspende son attention sur quelque chose pour lui donner sa pleine valeur. J'insiste pour que vous vous proposiez à vous-même, comme un problème si c'est là quelque chose d'essentiel à soutenir dans votre attention, ça l'est, je vous l'assure. Surtout à partir du moment où vous avez appris à considérer l'analyse comme je voulais enseigner comme la sorte d'expérience qu'elle est, soit une expérience du particulier, dans ce particulier singulier de l'original. Quelque chose qui prend encore plus valeur particulière. Et si on ne souligne pas la différence qu'il y a entre cela et tout ce qui a suivi ensuite? Pour ceux qui se sont intéressés non point tant à cette vérité qu'à la constitution des voies d'accès à cette vérité, vous ne pourrez jamais voir bien la différence d'accent et de sens qu'il faut donner à certaines phrases, certains textes dans l'œuvre de Freud, et qui prennent ensuite dans d'autres contextes une valeur toute différente, encore qu'on pourrait les considérer comme calquées l'une sur l'autre. C'est l'intérêt de ces commentaires de textes de Freud qui nous permettent de voir dans le détail, sur chacun des points, les questions qui, vous le verrez, vous le voyez déjà aujourd'hui, sont d'une importance considérable et sont nombreuses, insidieuses. À proprement parler le type même de questions dont c'est vraiment le souci de tout un chacun, naturelle tendance de l'esprit humain. Que de les éviter et de se fier à une ritournelle, formule qui en donne je ne sais quoi de schématique, d'abrégé, d'imagé. Sur lequel on peut se reposer? Il est plus facile de se reposer que de les remettre en question. Didier Anzieux. Autre nécessité, agir en explicateur, en professeur et en confesseur qui impose l'absolution après la confession. Enfin, quatrième élément, influence de l'aspect affectif, influence personnelle donc, amorce du transfert et contre-transfert. C'était donc le second point. Il y avait aussi un troisième point, mais que je vais sauter, l'esquisse des diverses formes de résistance. Lacan, c'est très important. Didier Anzieux. Les diverses formes de résistance, il y en a 4 ou 5 indiquées par Freud. Le patient dit, je croyais qu'une idée me viendrait, j'avais confiance en vous, mais je suis seulement anxieux, et rien ne me vient. Ou encore, le manquement à la règle fondamentale, quelque chose lui serait venu à l'esprit, mais il ne le dit pas, car il le juge sans importance ou désagréable. Ou encore il utilise un subterfuge qui cache la résistance, je suis distrait par le piano qui joue dans la pièce à côté, je ne peux penser qu'à ça. Ou encore il se met à parler longuement, mais parler sans émotion, et il parle d'une façon artificielle. Donc la résistance la plus subtile ou encore, la plus difficile des résistances, le patient se remémore bien le fameux souvenir pathogène. Mais il le désavoue, ce n'est pas moi qui m'en souviens, c'est comme si c'était vous, docteur, qui le disiez. Ou encore, vous vous attendiez à ce que je le dise, et je le dis parce que vous vous y attendiez. Vous aviez sûrement pensé que j'allais y penser. Ou encore, une dernière résistance, alors l'ultime, qu'il indique dans un autre passage, c'est que ce souvenir n'est pas du tout reconnu comme souvenir. C'est une impression vague, diffuse, imprécise, qui ne permet pas d'être rattachée à une scène, c'est le maximum d'une résistance. 26. L'on comprend que Freud ait toujours cherché à reconstruire cette résistance dans ce qu'elle avait de plus subtil. Le dernier point de mon exposé, toujours en suivant le texte des études sur l'hystérie, est l'explication théorique de la résistance. Pour donner une explication théorique de la résistance, Freud y applique le modèle conceptuel dans lequel il a été formé. Dans l'école de neurologie dynamique de l'époque, il propose de représenter une triple stratification autour d'un noyau central,
qui est le noyau pathogène dans lequel est enregistrée l'expérience pathogène, traumatique. 3 arrangements. Un arrangement linéaire, un concentrique et un arrangement dynamique, en zigzag. Je parlerai seulement du second arrangement, les souvenirs semblables sont groupés dans des stratifications qu'ils comparent à des liasses de documents dans des archives. Lacan. Ce qu'il y a de frappant, c'est que nous décollons tout à fait de la métaphore pseudo-anatomique qui est justement celle évoquée à l'époque, des images verbales plus ou moins déambulantes au long des conducteurs nerveux, tandis que là les images. Ça évoque exactement ce que vous dites, celle d'une liasse de documents. Didier Anzieux, c'est dans le texte anglais, table des matières, archives bien rangées. Lacan. Partition à plusieurs registres. Toute métaphore qui elle-même tend invinciblement vers la matérialisation de la parole. Et non pas la matérialisation mythique des neurologistes, mais les matérialisations concrètes où la parole se met à couler dans du feuillet. Manuscrit imprimé. Il y a là quelque chose qui ne peut pas manquer de frapper. Même la métaphore avec la page blanche. Le palimpseste vient aussi à son tour et est venu à la plume de plus d'un analyste. Et dans ce cas-là, dans le passage que vous évoquez, la notion de plusieurs strates longitudinales, c'est-à-dire en somme plusieurs fils de discours, qu'on imagine vraiment dans le texte qui les matérialise sous la forme de faisceaux, et on parle de ce faisceau comme de quelque chose de littéralement concret. Un faisceau, un courant de paroles parallèles qui, à un certain moment, s'élargissent pour entourer ce fameux noyau pathogène, qui lui aussi est une histoire, s'en écarte pour l'inclure et se rejoindre un peu plus loin. Le phénomène de la résistance étant littéralement constitué par quelque chose qui est dit dans le texte, comme étant ceci. Qu'il y a 2 sens, le sens longitudinal, et un sens radial. Et que c'est dans le sens radial que s'exerce la résistance, quand on veut se rapprocher des fils qui sont au centre du faisceau, la résistance est la conséquence, quand on tente de passer des registres extérieurs vers le centre, il y a une force de répulsion positive qui s'exerce à partir du noyau refoulé, et la résistance est ressentie dans l'effort de pénétration vers les fils de discours qui sont les plus rapprochés. Et il va même jusqu'à écrire, ce n'est pas dans les Studiens, c'est dans un texte ultérieur, dans les écrits groupés sous le titre Métapsychologie, il dit. La force de résistance est inversement proportionnelle à la distance où l'on se trouve du noyau refoulé. Je ne crois pas que ce soit la phrase exacte, je retrouverai la citation, elle est très frappante, elle est tout à fait cette matérialisation de la résistance dans sa première appréhension dans l'expérience, à la fois quelque chose de tout à fait clinique, comme le disait tout à l'heure Manoni, comme, pour employer les termes de Manoni, pour désigner le discours du sujet au niveau de cette expérience clinique, il y a une façon d'imager le problème qui va aussi loin que possible, et employer la métaphore la moins satisfaisante pour le neurophysiologiste. Pour savoir où ça se passe, où est le support matériel, biologique de tout cela, il prend carrément le discours comme réalité. En tant que tel, comme une réalité qui est là, qu'il exprime d'une façon qui évoque la liasse, le faisceau de preuves, comme on dit aussi. Dans une autre forme de métaphore, le faisceau de preuves, c'est quand même aussi ça, discours juxtaposés, qui les uns les autres se recouvrent, se suivent, forment une certaine dimension, une certaine épaisseur, la masse d'un dossier. Comme il n'a pas encore la notion du support matériel de la parole isolée. De nos jours, il y aurait la succession de phonèmes qui composent une partie du discours du sujet, il l'aurait prise comme élément de sa métaphore, qu'on rencontre une résistance d'autant plus grande que le discours du sujet se rapproche plus d'une certaine forme de discours qui serait la dernière et la bonne. Mais celle-là il la refuse absolument. Je crois aussi que ce qui n'est peut-être pas mis en relief dans l'effort de synthèse que vous faites tout, et vous faites bien de le faire. Ce sont des notions. Cette notion qui n'a pas été mise au premier plan, c'est en somme celle des rapports de l'inconscient. 27. Et du conscient.
Et c'est au premier plan des questions que nous devons nous poser sur le sujet de la résistance. Car la question n'est pas de savoir. Plus exactement, avant de savoir ce que représente cette résistance, soit à l'intérieur du sujet, soit dans les rapports du sujet. Avec l'analyste, qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte? Ça veut dire une question. Est-ce que la résistance est un phénomène qui se passe dans l'analyse? Est-ce que la résistance c'est dans l'analyse seulement? Ou est-ce quelque chose dont nous pouvons parler tout court et en tout temps quand le sujet se promène en dehors de l'analyse, même quand le sujet n'a rien à faire avec l'analyse, avant qu'il y vienne, et après qu'il l'a quittée? Qu'est-ce que la résistance? Est-ce que la résistance continue à avoir son sens dans le sujet en dehors de l'analyse? Autre façon de poser, autre façon qui entraîne bien des problèmes, de poser ce problème qu'amorçait tout à l'heure de façon heureuse Manoni. L'idée générale de son thème, c'est la façon dont il a pris la question, mais il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce que, puisque nous n'avons plus que peu de temps aujourd'hui, est-ce que c'est effectivement tout ce qui s'oppose à cette reconquête de cet inconscient, dont le mot n'a pas été prononcé? Didier Anzieux, il n'est pas encore prononcé. Lacan. Oui. Mais Manoni a pris d'autres textes. Et en particulier il y a un texte sur la résistance qui est dans l'analyse des rêves. Extrêmement important, auquel vous ne vous êtes référé ni l'un ni l'autre. Celui qui donne l'assomption à certains des problèmes que vous vous êtes posés l'un et l'autre. Il s'agit justement de savoir si le caractère d'inaccessibilité de l'inconscient est quelque chose que, dans une perspective qui, vous le voyez, n'est pas simplement la perspective actuelle de l'analyse, la perspective métapsychologique que nous avons vue aujourd'hui avec l'exposé de Manoni et Anzieux. Je pense que ce n'est peut-être pas une découverte, mais quelque chose qui fixe les idées, de vous apercevoir que ces notions de résistance sont extrêmement anciennes, dès l'origine même, dès la naissance, les premières recherches de Freud. Cette notion de résistance est liée aussi très précocement à la notion de l'ego. Mais quand nous lisons, dans le texte d'Estudiant, certaines phrases tout à fait saisissantes, quand il parle non seulement de l'ego. Comme vous l'avez fait remarquer, l'ego vient là comme tel dans le texte, mais il parle de l'ego comme représentant certaines masse idéationnelle, la masse idéationnelle, le contenu, la masse, je n'ai plus à l'esprit ce qu'il y a dans le texte allemand. L'ego est donc déjà quelque chose qui à ce moment-là est pressenti comme quelque chose qui se rapproche, qui laisse pressenti tous les problèmes que nous pose maintenant la notion d'ego. Je dirais presque que ce sont des notions avec effet rétroactif. Lire ces choses premières à la lumière de tout ce qui s'est pour nous développé dans le problème autour de l'ego, peut-être même les formulations les plus récentes les masquent. Plutôt qu'elles ne les mettent en évidence. Vous ne pouvez pas ne pas voir là par exemple, dans cette formule, masse idéationnelle, quelque chose qui s'approche. Voisine singulièrement avec une certaine formule que j'ai pu vous donner d'un des éléments du contre-transfert qui n'est précisément rien d'autre que la fonction des fonctions de l'ego de l'analyste, ce que j'ai appelé la somme des préjugés de l'analyste. L'ego est quelque chose qui représente aussi bien chez le patient toute cette organisation de certitudes, de croyances, de coordonnées, de références qui constitue à proprement parler ce que Freud appelait dès l'origine un système idéationnel. Ce que nous pouvons, d'une façon abrégée, appeler ici le système. Est-ce que la résistance vient uniquement de là? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que ce que j'appelais dans une de mes dernières leçons que j'ai faites ici, je vous représentais à proprement parler comme à la limite d'un certain domaine de la parole qui est justement cette masse idéationnelle dont nous parlons, celle du moi du sujet? Est-ce qu'il y a ou non cette structuration que j'ai appelée, dans ce même tournant de mon discours, cette somme de silence? Après quoi une autre parole reparaît, qui est justement celle qu'il s'agit de reconquérir dans ce domaine de l'inconscient. Cette part du sujet qui est cette part de son histoire séparée par quelque chose qui le sépare de son histoire. Est-ce que c'est, oui ou non, uniquement ce quelque chose qui est l'organisation du moi? Est-ce que c'est purement et simplement
L'organisation du moi qui, en tant que telle, constitue la résistance et fait la difficulté d'accès dans le sens radial, pour employer. 28.